Et nous avons Pedro qui est un petit peu plus petit, puisque généralement les tapirs, chez les tapirs, les mâles sont un peu moins massifs. Donc Pedro, lui, il a une quinzaine d'années, il est bien plus âgé. Et pour vous comparer un petit peu les animaux, donc lui, il fait 150 kg, donc vous voyez vraiment la différence de taille entre les animaux. Et elle fait 200 kg environ. Donc il y a vraiment un gros écart entre les deux. Et également, pour les reconnaître, c'est assez facile, puisque vous voyez qu'Ewa, elle est beaucoup plus foncée que Pedro, et plus haute aussi. Mais il me semble, Hélène, qu'en tout, on a trois tapirs, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on a également une autre femelle qui a le même âge que Pedro quasiment, qui se retrouve derrière moi en fait, adossée à la serre. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec les autres? Tout simplement parce que pour l'instant les deux femelles ne s'entendent pas. Ewa est arrivée chez nous cet été et donc il a fallu faire ce qu'on appelle des mises en contact, c'est-à-dire apprendre aux animaux à se tolérer entre eux. Les tapirs sont des animaux solitaires, donc c'est quelque chose qui peut se faire très très bien et très rapidement. Mais dans ce cas-là, Kida n'a pas accepté la nouvelle femelle, puisque Pedro et notre autre femelle étaient ensemble depuis plusieurs années, donc ça peut jouer également sur l'entente des animaux. D'accord, très bien. Merci Hélène pour ces petites explications. Alors regardez là, les soigneurs sont en train donc de les nourrir, hein, ces tapirs, et on remarque à leurs pieds des gros cadeaux. Alors ça tombe bien, c'est Noël. Alors c'est pas seulement des cadeaux de Noël pour les animaux, c'est aussi ce qu'on appelle des enrichissements. Alors qu'est-ce que c'est que quel est le but d'un enrichissement? Le but d'un enrichissement, il est double en fait. Le premier objectif, ça va être de limiter l'ennui des animaux en captivité. Et oui, des animaux, même si vous avez un enclos qui est grand, même si vous avez un enclos qui est varié avec du relief, un bassin, on y reviendra tout à l'heure sur le rôle de ce bassin pour cette espèce qu'est le tapir, eh bien parfois vous allez pouvoir vous ennuyer. Et l'ennui en captivité, c'est très problématique, puisque des animaux qui s'ennuient, c'est des animaux qui peuvent développer des troubles du comportement. Donc il faut essayer à tout prix de contenir cet ennui. Le deuxième rôle, ça va être de stimuler le comportement naturel des animaux. C'est une manière justement d'éviter que des instincts naturels se perdent. Et c'est très important pour la santé psychologique de l'animal, mais c'est aussi très important dans une perspective, peut-être un jour, de les réintroduire en milieu sauvage. Et si on est face à un animal, un individu qui a parfaitement perdu son instinct naturel, il n'aura aucune chance de survie. Donc vous voyez, c'est un double objectif. Alors ces cadeaux, ils ont été préparés ce matin même, par des visiteurs du parc. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, je ne crois pas, je ne les reconnais pas. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont venus donc les préparer en salle Achille Urbain. Et à l'intérieur, on a des surprises pour les tapirs, à savoir une sorte de petite boîte avec des carottes et des pommes. Alors Hélène, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au régime alimentaire justement du tapir? Qu'est-ce qu'ils mangent principalement? Alors chez nous, on va les nourrir essentiellement avec donc de la verdure, c'est-à-dire du foin à volonté, puisque ce sont des herbivores, donc c'est très important qu'ils aient toujours quelque chose à disposition. On va leur donner l'été du feuillage à volonté également, puisqu'on a la chance d'avoir le bois de Vincennes à côté. Et en hiver, on a une serre tropicale qui est derrière nous. Et quand on a du bananier par exemple, ou d'autres plantes qui sont comestibles, qui sont en trop dans la serre, donc on va tailler, on va pouvoir leur en donner également. Et on va compléter leur alimentation par, alors déjà des chutes de légumes, c'est ce que vous voyez là, donc c'est tout ce qu'on ne va pas donner aux autres animaux quand on prépare les rations. Par exemple, quand on va donner du chou au singe laineux, on ne va pas donner les fans ni les pieds de brocoli. Donc ça, on va le garder pour les tapirs. Et ensuite, ils ont une ration de base qui se constitue de 2,3 kg de pommes, 2 kg de carottes et de granulés. Donc ça, c'est par animal et par jour. De granulés pour chevaux. Donc ça va compléter vraiment leur alimentation au quotidien. D'accord, très bien. Et on va rebondir sur le bassin qui est devant. Alors à quoi sert ce bassin? Parce qu'a priori le tapir terrestre, comme son nom semble l'indiquer, c'est plutôt un animal terrestre, enfin je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un grand bassin, une grosse piscine là devant nous? Alors oui, son nom c'est le tapir terrestre, mais en fait c'est un animal qui est plutôt amphibie. Donc il va passer pas mal de temps dans l'eau pour plusieurs raisons. La première étant que c'est un animal qui lutte pas très bien contre la chaleur, donc il va avoir besoin de se rafraîchir régulièrement, surtout en milieu naturel où il fait bien plus chaud qu'ici. Également, c'est un animal qui a besoin de l'eau pour déféquer, puisque naturellement, il va faire ses besoins dans les rivières, ce qui va avoir un rôle écologique assez majeur. Et donc, ils ont besoin de ça pour se sentir bien et donc pouvoir déféquer correctement. Également, c'est leur moyen de fuite s'il y a un prédateur, s'ils sont menacés par quelque chose. Donc, dans la nature, c'est des animaux qui nagent très très bien, qui font des apnées de plusieurs minutes, et donc ils vont se servir des cours d'eau pour fuir les prédateurs. Donc, le prédateur principal qui est derrière vous d'ailleurs, donc je vais te laisser en parler après. Mais ici, le fait d'avoir ce bassin, quand ils vont avoir peur de quelque chose, quand ils vont avoir un petit coup de stress, ils vont pouvoir se réfugier dans l'eau.
Également l'été, on les observe beaucoup nager et jouer avec les capybaras qui les accompagnent. Alors effectivement, Hélène vient de vous parler des prédateurs. C'est vrai que c'est une bonne technique pour notre ami le tapir d'aller se cacher dans l'eau vis-à-vis de ses prédateurs, mais pas forcément vis-à-vis de tous les prédateurs, puisque le jaguar, effectivement, qui se situe juste derrière vous, vous pourrez le voir tout à l'heure, eh bien, le jaguar est un excellent nageur. Et donc les jaguars sont tout à fait capables d'aller chercher dans l'eau des tapirs, des tortues, voire même des caïmans de 2 à 3 mètres de long. Ça leur pose aucun souci. Donc certes, c'est une technique assez efficace, mais pas non plus infaillible. Et on va terminer cette animation avec la différence entre les tapirs et les tamanoirs, parce qu'on confond souvent les deux espèces. Pourtant, elles se ressemblent pas beaucoup. Alors le tapir, regardez, il est capable d'ouvrir et de fermer sa mâchoire. On appelle ça une mâchoire articulée. On l'a vu tout à l'heure avec Hélène, qui vous l'a expliqué en détail, c'est un animal essentiellement végétarien. Le tamanoir, quant à lui, ne peut pas ouvrir et fermer sa mâchoire. Les deux os maxillaires sont comme collés l'un à l'autre, forment un long tube duquel va sortir une longue langue qui va permettre à notre ami les tamanoirs de manger des fourmis. On les appelle aussi des grands fourmiliers. Voilà. Donc c'est pas du tout le même régime alimentaire et puis c'est pas du tout la même mâchoire articulée. Maintenant les deux évoluent dans les mêmes environnements. Alors est-ce que les tapirs, on va terminer là-dessus Hélène, est-ce que les tapirs sont menacés à l'heure actuelle ? Oui, ce sont des animaux qui sont classés vulnérables sur les listes rouges des espèces en danger. Donc ce sont des animaux qu'il est bien de pouvoir reproduire en captivité. Effectivement, le tapir est menacé. La principale menace restant bien sûr la déforestation, qui va détruire les écosystèmes, qui va fragmenter, isoler les populations. D'où l'importance pour nous ici en captivité d'essayer de faire de la reproduction, ce qu'on appelle de la conservation. C'est à ce titre qu'on a accueilli notre nouvelle femelle que Hélène vous a présentée tout à l'heure. Et on espère que grâce à cette nouvelle venue, grâce à la jeune Aiwa, on pourra avoir de la reproduction. Voilà, la conservation qui est l'un de nos principaux objectifs ici au parc. Et on va jusqu'à dire quelques mots sur ce qu'est en train de faire justement ton collègue, en train de caresser le tapir. Alors d'habitude on rentre pas trop en contact physique avec les animaux ici, alors pourquoi est-ce qu'ici au contraire avec les tapirs on les caresse, on les dorlote ? Alors comme vous voyez, effectivement Pedro est venu de lui-même chercher ses gratouilles. C'est ce qu'on appelle en fait des gratouilles et pas vraiment des caresses. C'est quelque chose qu'on va exploiter parce que comme vous voyez, chez le tapir, les gratouilles, ça a tendance à faire ça, c'est-à-dire à détendre les animaux, mais à tel point qu'en fait, ils vont aller jusqu'à s'évanouir de plaisir, comme on dit dans notre jargon. Alors, c'est quelque chose qui est déclenché par le cerveau, parce que ils vont sécréter une hormone dès qu'on va être au contact des animaux. Alors d'ailleurs, vous voyez que c'était vraiment volontaire de la part de l'animal de venir à ce contact, parce qu'il y a encore de la nourriture derrière. C'est-à-dire que les tapirs sont des animaux très gourmands, et donc s'ils viennent alors qu'il y a de la nourriture, c'est qu'ils ont vraiment envie de ce contact. Alors pourquoi est-ce qu'on l'exploite et pourquoi est-ce qu'on entretient ce contact ? Tout simplement pas pour notre plaisir, bien au contraire, c'est vraiment pour le besoin des animaux, puisque grâce à ces techniques-là, on va pouvoir les approcher de très très près, pouvoir les manipuler sous tous les angles, c'est-à-dire que ce soit les yeux, les oreilles, les mâchoires, les pattes, vraiment de toutes parts. Et donc on va pouvoir prendre soin d'eux si on a des soins à faire, par exemple des plaies à traiter, des soins au niveau des yeux, des pieds, et on peut aller jusqu'à faire des prises de sang, voire des échographies ou radiographies. C'est un petit peu comme si vous appreniez à votre chien ou à votre chat à supporter une piqûre ou d'autres examens un petit peu complexes. Donc c'est vraiment un travail de confiance.